Bonjour tout le monde, ça nous fait vraiment plaisir d'être ici pour vous parler de ski. Regardez pas dehors aujourd'hui, c'est pas notre meilleur, mais c'est plein de neige encore sur nos pistes. Faut pas se fier à ce qu'on voit dans la cour en ville. Moi, je suis de l'Association des stations de ski du Québec. Et puis, en fait, aujourd'hui, on a un bel échantillon. Le ski au Québec, c'est vraiment de tous les horizons. On a autant des stations de destination que celles qu'on appelle nos pépinières, qui sont souvent des OBNL ou des stations municipales qui servent à créer nos futurs skieurs. Et on a toutes nos stations de proximité. Je vais laisser nos trois panélistes se présenter avant d'aller plus loin. Fait que les dames d'abord. Mélanie, je vais te laisser te présenter puis parler un peu de ta station. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Mélanie Morneau. Je travaille à la station de ski Le Relais. Moi, je représente en fait aujourd'hui les stations de proximité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le centre de ski Le Relais, on se dit souvent qu'on est à 10 minutes du centre-ville de Québec, dans le terrain de jeu qui est la Jacques-Cartier. On est une station qui mise beaucoup, une station familiale qui mise beaucoup sur l'accessibilité. Donc, on a des clientèles intermédiaires, débutantes, on mise sur nos conditions de glisse, c'est un peu ça. Quoi d'autre? Nos valeurs, c'est important. Bien, c'est sûr, je le disais, la famille, le plaisir, l'empathie, la confiance. On travaille beaucoup aussi à notre façon dans le développement durable. Je dis à notre façon parce que c'est pas toujours évident quand on est des petites équipes. Donc, c'est 300 employés, mais en fait, une équipe permanente seulement de 20 personnes, y compris les gens qui sont au garage à la mécanique. Donc, c'est un peu ça. Le centre de ski va bien cette année. Merci. Notre station de ski pépinière de la région, c'est Ski Saint-Raymond. Et puis, pour nous en parler, on a Raphaël qui est avec nous de Tourisme Saint-Raymond. Je te laisse te présenter. Oui, exactement. Donc, Raphaël Benoît, agent de développement touristique pour Tourisme Saint-Raymond. Je suis représentant de la station de ski Saint-Raymond, mais je suis accompagné aujourd'hui d'une délégation raymondoise. Claude Renaud, qui est conseiller municipal, Alexandra Beaupré, qui est coordonnatrice au loisir, ainsi que Jean Harlin. Ils sont là, la belle brochette raymondoise. Jean Harlin, qui est directeur au service des loisirs et de la culture à Saint-Raymond. En fait, la station de ski Saint-Raymond, c'est 9 pistes, dont 2 sous-bois, une pente-école, ainsi qu'un super parc à neige. On a aussi de la glissade là, sur chambre à air, 3 glissades, avec un petit chalet en bas. On a une station municipale, donc on est un service aux citoyens d'abord. On n'est pas une station de destination comme... par exemple, mon collègue ici, Maxime, mais ça reste qu'on a une grande attractivité quand même là, au niveau régional. On a un impact local qui est très fort. En fait, il y a 50 à peu près de notre clientèle qui vient de Saint-Raymond, un 25 qui vient des municipalités environnantes, là, comme Pont-Rouge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un 22 à peu près de la région de Québec, donc Lévis, Val-Bélair, Québec, ainsi qu'un 3 qu'on se demande un peu. Peut-être que c'est des touristes. Fait que c'est ce 3 %-là qui viennent à notre destination. Mais en gros, c'est ça. On est vraiment une station de 110 mètres de dénivelé. Donc, on est une petite colline, mais qui est très accessible, sécuritaire, familiale. On est vraiment positionné comme une station d'initiation. C'est notre positionnement. Donc, c'est ça. Et le dernier, non le moindre, il a de lourdes épaules avec 2 stations de ski à porter. Mont-Sainte-Anne sur l'une, Stoneham sur l'autre. Maxime, je te laisse te présenter. Merci, Gabrielle. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Si mes collègues étaient des Jedi, nous, on est un petit peu l'Empire dans Star Wars. On est les méchants. Plus sérieusement, j'ai la chance de travailler à Stoneham et au Mont-Sainte-Anne avec des équipes de terrain qui sont formidables, avec des communautés aussi qui sont super engagées dans les 2 montagnes, comme vous le savez. Peut-être parler un petit peu plus du Mont-Sainte-Anne, parce que sinon, je n'aurai pas assez de temps, puis je vais laisser assez de temps pour le panel. Vous connaissez tous le Mont-Sainte-Anne. On pense souvent à la montagne de ski, 70 km de piste, travailler des sous-bois qui font la fierté, encore une fois, des résidents, mais aussi du Québec.
Puis quand on parle de ce territoire-là qui est tellement grand, on parle aussi du ski de fond, par exemple. D'un camping, d'un terrain de golf. Le ski de fond, c'est plus de 200 km de pistes en patin classique. C'est 140 km de pistes de sentiers de vélo aussi. Là, donc, un grand territoire. Beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça. Au niveau du type de clientèle, peut-être, on a un mix forcément extérieur, destination, touristes, comme on a parlé aujourd'hui, mais aussi les communautés résidentes là, qui sont à la montagne, qui bénéficient de la montagne, et qui s'engagent avec nous aussi à tous les jours à la montagne. Donc, un mix entre les deux. On a aussi des abonnés, on a beaucoup d'abonnés, donc c'est un marché régional aussi. Donc, on a je dirais, des segments de clientèle différents qui nous obligent aussi à adapter notre offre, notre discours aussi peut-être un petit peu en fonction du type de clientèle. Forcément, quelqu'un vient de l'extérieur et moins, la politique locale l'intéresse peut-être un petit peu moins. Quand on travaille avec des résidents, forcément, on a un rôle, une responsabilité aussi différente d'explication puis de support. Donc, comme l'ont dit mes collègues ce matin, là, on a deux traits, et je parle de nos équipes, qui sont communs à toute l'industrie, c'est la passion et la folie, je dirais. On est un petit peu fous, comme vous tous. Puis au niveau de l'emploi, pour finir, parce que c'est peut-être une statistique que vous n'avez pas, une donnée qui n'est pas connue, la station Stonham, avec les saisonniers, on monte à peu près 500 employés. Un petit peu la même chose du côté de Mont-Sainte-Anne, 500 à 600 employés avec les employés saisonniers. Donc, on est un moteur de l'emploi aussi important. Merci. Et justement, juste quelques chiffres pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec notre bel univers du ski. On n'en verra pas beaucoup, mais ça va mettre la table aux discussions après. Donc, le Québec est vraiment un vaste territoire skiable. On a 72 stations de ski en opération cette année, 16 régions touristiques. Et dans plusieurs régions, la station de ski, c'est vraiment le moteur de dynamisme économique et social. Les villages seraient tout simplement morts en hiver si ce n'était pas de la station de ski. Fait qu'ils ont une importance sociale capitale. En quelques chiffres, la saison dernière, ce qui était une saison exceptionnelle, on a fait 6,6 millions de visites dans l'ensemble des stations de ski du Québec. De ceux-là, c'est environ 1,6 million de Québécois et Québécoises qui sont sur leur ski et leur planche par année. Fait que ça fait partie de la culture du Québec que de profiter des pentes. On a à peu près, depuis que le retour post-pandémie, le retour à la normale est revenu, on est à 21 % de clientèle hors Québec. Évidemment, qui vont être davantage dans les stations de destination ou frontalières que sont pas réparties équitablement sur le territoire. 85 % du chiffre d'affaires de nos stations de ski vient de l'activité ski. Donc, même si on voit diversification d'activités 4 saisons, vélo de montagne, tyrolienne, parc aquatique, ça reste que le cœur et l'âme de ces organisations-là, c'est l'hiver et le ski. Fait que c'est vraiment vital. Et sur l'ensemble du Québec, on parle d'à peu près 867 millions annuellement en retombées économiques pour les stations de ski. Pour la région de Québec spécifiquement, mais c'est un peu plus d'1 million de visites par saison. Fait que c'est des jours ski pour nous, c'est des visites, c'est des entrées. C'est la 3e région en importance dans la province et c'est 15 % de tout le chiffre d'affaires du Québec qui se joue ici sur votre beau territoire de montagne. Et enfin, pour conclure, et c'est là qu'on vient rejoindre chacun de vous. Pour chaque dollar qui est mis dans un billet de ski, il y a 3,75 qui revient dans le milieu si c'est un skieur québécois, 5 si c'est un skieur ontarien et 7 si c'est un skieur américain. Fait que nos belles stations sont vraiment des poumons d'économie hivernale dans chacun de vos territoires. Et la discussion qu'on lance aujourd'hui, justement, c'est de mieux comprendre c'est quoi leur rôle dans le développement des territoires puis comment collaborer avec elles. Fait qu'ils vont vous donner plein d'astuces pour
faciliter la collaboration. Fait que je vais m'asseoir et on va commencer notre discussion, messieurs, dames. Fait que pour commencer, j'aimerais ça que vous décriviez dans vos mots, c'est quoi le rôle de votre montagne dans le développement de votre communauté. Et par développement ici, je ne veux pas qu'on pense seulement économique, je pense aussi social. Fait que dépendamment de votre positionnement, votre rôle change. Fait que je vais vous laisser vous lancer là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser la glace? Je veux bien briser la glace. Notre positionnement dans la communauté, bien, étant une station de proximité, déjà, la façon dont on voit ça, on le disait, on n'est pas nécessairement une destination, donc on est le loisir accessible pour plusieurs familles. C'est comme ça qu'on veut l'accessibilité pour nous, c'est important. Là. C'est pour ça qu'on développe aussi des trucs pour que tous, des prix, mais aussi des produits qui permettent de découvrir la glisse chez nous, c'est important. Je le disais tantôt, on est quand même un bon employeur aussi sur le territoire. Donc, les jeunes passent par chez nous. Ils reviennent après avec leur famille, mais ils restent chez nous longtemps. Ensuite, comment je vois ça, c'est qu'effectivement, quand les gens viennent au relais, bien, ça en fait profiter tout le monde à gauche et à droite. On se voit aussi comme étant un site événementiel pour le développement des autres. Il y a beaucoup, on n'a pas, nous, pour ceux qui ne savent pas, on n'a pas d'activité d'été. On se concentre sur le produit ski uniquement actuellement. Ce n'est pas qu'on ne cherche pas, c'est que pour le moment, on n'a pas trouvé, étant donné qu'on a le Sentier du Moulin E47 juste à côté de chez nous, on n'a pas trouvé que la niche vélo, peut-être qu'il y en a qui me contrediront plus tard, mais on ne pensait pas que la niche vélo était quelque chose d'intéressant pour la montagne. Donc, on est devenu plutôt un site d'accueil pour les événements. C'est comme ça que je vois ça pour le moment. Là. En été aussi, les événements? Oui, surtout en été, parce que oui, le ski, pour moi, ça fait partie. Les compétitions, je ne vois pas ça comme des événements, en fait. Je vois ça comme la nature du sport. Donc, c'est surtout en été, là, accueillir des raids, entre autres, ou des courses en montagne, toutes sortes de choses comme ça. J'ai un petit rêve, je dis souvent, je mets ma casquette d'ancienne développement d'agent culturel de la ville, de dire j'aimerais ça qu'il y ait plus d'événements culturels sur notre montagne. Fait que appel à tous. Les gens pensent que tu passes l'été en vacances. Ah oui, mais non, on en profite pour gérer autre chose. Oui, les gens pensent qu'on ne travaille pas fort dans une station de ski, mais en fait, toute la gestion de risque, tout ce qui est planification de l'année suivante, effectivement, ça demande beaucoup de gestion. Donc, comme je le disais, on est une petite équipe. On pense souvent qu'on ne peut pas... les gens viennent vers nous, mais on n'a pas la capacité nécessairement de développer. On n'est pas énormément, donc on se concentre sur l'essentiel. C'est pour ça qu'on développe uniquement chez nous produits ski snow. On se concentre là-dessus. Pour Saint-Raymond, ben, en fait, le rôle de la station économique, si je commence par celui-là, on tombera dans les autres après. On est aussi un employeur, donc c'est près de 100 employés là, qui travaillent à la station en période hivernale, autant temps plein que temps partiel. Donc, il y a des gens aux opérations, à l'administration, des moniteurs aussi. Donc, vraiment un large éventail quand même d'emplois. C'est sûr que pour une collectivité d'environ 11 000, 12 000 habitants, ça a quand même une certaine retombée. Je ne sais pas, tantôt il y avait les chiffres, je ne sais pas exactement c'est quoi les retombées des utilisateurs là, à Saint-Raymond, s'ils partent de Québec, puis c'est quoi la retombée économique là, de l'achat du billet, puis en fait de leur impact économique, mais ce serait une bonne question quand même à éclairer. Au niveau, ça reste que c'est ça. T'sais, on n'est pas une station non plus qui fait de l'argent. J'aime pas le mot, là, mais on le dit souvent qu'on est déficitaire, mais en fait, on est un service aux citoyens, donc il faut tout le temps se le rappeler. On est une station municipale, donc c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde municipal quand on veut assurer un service là, aux citoyens. Mais ça a un rôle aussi social. Donc, ça permet aux gens d'avoir accès à une montagne, donc de pratiquer un sport d'hiver. Donc, on parle de saines habitudes de vie, on est en plein dans le mille. Mais aussi l'accès côté monétaire. Donc, on est une petite station, puis on peut, en assurant ce service-là, se permettre de mettre un faible coût quand même, surtout pour les résidents, d'avoir
soit des blocs ou des journées vraiment pas chères pour la famille, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Puis si je pousse un peu plus loin, quand on parle de nouveaux arrivants qui arrivent à Saint-Raymond, qui veulent s'intégrer en pratiquant un sport, ben ça fait aussi partie de toute cette boucle-là. Je disais, ben c'est sûr que, tu sais, nous, tantôt on disait que, bon, les stations de ski sont ouvertes. Pour nous, on n'est pas ouvert en ce moment, donc c'est sûr que ça a aussi un impact, ça. On n'a pas d'enneigement artificiel, donc ça, c'est aussi dans nos réflexions, c'est un peu un dilemme là, pour la ville de Saint-Raymond. Mais ça fait en sorte qu'en ce moment, on a eu, avec une saison comme cette année, on a eu 20 jours de ski, donc ce qui n'est pas très rentable. Donc, ça nous amène aussi à se poser plein de questions, justement, par rapport à le développement de la station dans une optique de tourisme durable et 4 saisons. Donc, on a déjà commencé à instaurer quelques sports 4 saisons, comme le disque golf, par exemple, ou la randonnée pédestre. On accueille aussi une foule d'événements, notamment tout à l'heure dans la conférence là, de la Vallée-Bras-du-Nord. Les gars parlaient du Raid Bras-du-Nord, donc ils sont situés à la station de ski, qui est quand même événement d'envergure, là, donc qui a certainement des retombées économiques, là, puis qui, en fait, participe au positionnement de Saint-Raymond comme une ville de vélo, notamment de l'eau de montagne. Donc, c'est un peu tout ça. Après ça, l'enneigement artificiel, ben c'est clair que on se pose la question, puis on attend en fait l'étude d'Uranos sur les effets des changements climatiques sur les stations de ski, mais tout ça est un peu ça va changer un peu les cartes du jeu là, quand on va avoir cette information-là, parce que, bon, peut-être qu'on est en retard à devoir mettre de l'enneigement artificiel, on aurait peut-être dû le faire là, plusieurs années, mais en fait, on a quand même, en mettant l'enneigement artificiel a quand même un impact environnemental, puis ça, ben, ça nous permet de dire qu'à la station, on est quand même dans un environnement naturel, donc 100% naturel. C'est sûr qu'il y a la dameuse quand même qui passe, là, mais on comprend l'idée qu'on est en neige naturelle. Ouais. Merci, Maxime. Chez nous, c'est finalement pas différent que chez Mélanie et Raphaël. On a conscience, on est super conscient de notre rôle de moteur économique. Les retombées économiques, on peut les chiffrer pour la Côte-de-Beaupré, pour le Mont-Sainte-Anne, à peu près 50 millions par saison hivernale et estivale. Donc, on sait que c'est conséquent. La montagne, c'est pas seulement nous, là. C'est un écosystème où tout est attaché. On a des hôteliers, on a des commerces de détail, on a des écoles aussi qui font des programmes, on a des sports-études, on a des clubs de ski. En fait, la liste est vraiment longue là, si on voulait la détailler. Donc oui, on a cette responsabilité économique. Des fois, c'est un poids sur nos épaules, surtout quand la météo, par exemple, est pas favorable, comme aujourd'hui, par exemple. Mais demain, il va faire froid, donc ça va dans le bon sens. Mais on a aussi une responsabilité sociale dont je pense que des fois, il y a une petite contradiction qu'on peut voir. Les gens pensent on pense à l'économie en premier, puis au social dans un deuxième temps. Puis c'est pas vraiment ça dans nos milieux ou dans nos montagnes. Les deux vont de pair, d'une certaine manière. Puis on a une responsabilité sociale. On est aussi un service aux résidents. On a des populations environnantes qui viennent s'installer à la montagne. Puis on a aussi ceux qui découvrent le ski, qui sont originaires de Beaupré, par exemple, ou de Saint-Féréol, ou de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui sont là depuis des générations, puis qui font pas de ski. Donc on a aussi ce rôle social de capturer ces audiences-là, de les faire venir à la montagne, ou au moins de leur faire comprendre un petit peu comment ça se passe à la montagne, qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait. De l'autre côté, pour nous définir aussi, c'est sûr qu'on parle des marchés extérieurs. On parle beaucoup des marchés touristiques. Notre premier marché, c'est le marché local. C'est 3 municipalités, la montagne. On est sur 3 territoires. On a un territoire qui est très grand à gérer, là. Je ne vous parlerai pas du nombre d'acres parce que ça fait peur. Est-ce qu'on arrive à voir et à circuler sur le territoire dans une journée? Non, c'est clairement pas. Est-ce qu'il y a des gens autour de nous? On travaille avec des OBNL, on a du vélo de montagne, on a une communauté engagée aussi là, qui va faire des choses et qui vit la montagne en dehors aussi de ce qu'on fait à tous les jours. T'sais, ils se sont appropriés à travers les années, ce qui est super. On a aussi le rôle de l'encadrer et de travailler avec eux. Des fois, c'est plus facile, je vais être honnête avec vous, c'est plus facile de ne pas le faire en disant hey, « faites vos affaires, nous on fait les nôtres », que de le faire. Ça prend du temps, ça prend de la planification, ça prend de la confiance mutuelle aussi. Puis ça prend
des accompagnateurs. Puis on a la chance aussi, ils sont dans la salle aujourd'hui, là, on a des représentants de développement Côte-de-Beaupré, David et Chantal, qui sont là, qui sont pour moi là, des vrais incubateurs, dans le sens où ils connaissent nos façons de fonctionner, ils connaissent, grâce à la communication qu'on a pu avoir depuis des années, puis la confiance qui s'est créée, ils peuvent accompagner, encore une fois, vous accompagner pour arriver à la table de discussion avec des projets qui sont déjà ficelés, je veux dire, qui sont déjà assez avancés pour qu'on puisse se mettre au travail, d'une certaine manière. Donc, le message que j'aurais à passer ce matin par rapport à ce qu'on fait, c'est qu'on entend beaucoup de choses, mais finalement, on est, nous, prêts à travailler avec la communauté. On est prêts à travailler avec les gens qui viennent de l'extérieur aussi. Puis, on est en recherche d'expertise permanente. Nous, on a de l'expertise certaine dans des choses qui sont super identifiées. On est 2, 3, 4 saisons, comme vous voulez, 5 saisons, on peut les appeler comme on veut, mais finalement, on a une grosse dépendance à l'hiver. On le sait tous. On essaie de diversifier, ce qui est de plus en plus difficile, pas au niveau de l'offre touristique, mais plus au niveau des volumes de fréquentation qu'on peut générer. Le ski, le vélo de montagne, là, c'est vrai que c'est un marché niche qui est en plein développement, même si peut-être qu'il était un petit peu en plateau. Il y a plein de choses. On parle de randonnée alpine, on parle de ski de montagne, mais les volumes ne sont pas vraiment les mêmes d'une certaine manière. Donc, on se ressent beaucoup finalement sur l'activité core, excusez-moi pour l'anglicisme, puis on est prêt vraiment à travailler avec et créer des synergies avec des gens qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur pour regarder des projets alternatifs. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Ça prend une méthodologie, ça prend du temps, encore une fois, puis ça prend de l'incubation, puis nos amis de développement Côte-de-Beaupré et Mouvement Mont-Sainte-Anne pour y arriver. Puis on a des choses concrètes qu'on a faites. On n'en parle pas souvent dans les médias, mais on en a fait. Et ça fonctionne bien. Avec les clubs, je parle des clubs de ski acrobatique, par exemple, pour vous donner un exemple, là, une ligne d'enneigement qui soit dédiée pour qu'ils puissent commencer leurs activités plus tôt, les finir plus tard, puis qui peuvent être une véritable pépinière pour leur sport aussi. Puis récemment, on a aussi un beau projet là, qui peut paraître vraiment micro, mais dont on est super fiers. Puis les gens chez nous aussi, là, dans nos montagnes, Pierre-Étienne est ici, notre directeur principal au Mont, là, il s'est beaucoup impliqué. On a abandonné un petit peu le fat bike. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on en venait à se mettre un petit peu partout. Puis la qualité du produit, encore une fois, de l'offre touristique n'était pas ce qu'on voulait faire. Puis directionnellement aussi, par rapport à notre plan de vision, on n'était pas rendu là. On a essayé des petites choses qui n'ont pas porté. Donc, on s'est dit, hey, au lieu de mettre du temps là-dedans, on va le mettre ailleurs. Cela dit, il y avait une vraie aspiration de la communauté là, d'avoir du fat bike sur notre territoire. Puis grâce à la bonne volonté de tout le monde aussi, on a fait beaucoup d'identification des risques. Il y a des contraintes naturelles. On en parlera un petit peu plus tard aussi au niveau de la santé-sécurité, au niveau des assurances que ça prend aussi en responsabilité civile, là, qui sont des vraies choses. Et si vous voulez en parler, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous offline. Mais on a aussi à mettre en place une initiative, une OBNL, là, qui vient justement créer, maintenir un sentier de fight bike pour la communauté. Puis, ponctuellement, c'est quelque chose qui s'est fait de manière organique, mais structurée. Puis, je pense que c'est un vrai succès sur lequel on se dit maintenant, hey, peut-être que même on peut bâtir là-dessus pour aller plus loin, puis en faire une offre touristique bonifiée. Là. Juste, je vais m'arrêter là. Tu as scoopé ta réponse de tantôt. Ah, non. Raphaël en a parlé un peu en parlant de fabrication de neige, en parlant de diversification aussi, mais dans le contexte social, économique actuel, où les changements climatiques sont omniprésents, où il y a une forte pression sur les entreprises aussi d'avoir des opérations durables. Ce serait quoi pour vous votre plus grand défi pour assurer la pérennité de votre montagne? Je dirais que oui, bien entendu, nous, comme on disait, notre produit fort, c'est le ski. Donc, l'enneigement, c'est un enjeu, mais le principal enjeu, je dirais, c'est la main-d'œuvre. On a quand même des petites équipes. C'est des métiers qui s'apprennent sur la montagne. Donc, c'est des bibites qui travaillent avec nous, je dirais. Hein? C'est des gens qu'on forme. Il faut que ce soit des passionnés. Donc, de retenir ces gens-là, de ne pas les épuiser. Tu sais, c'est surtout ça, parce que nos saisons, je dis souvent qu'une saison de ski, c'est un 4 mois d'événements non-stop.
Donc, ça peut être très épuisant. Donc, oui, des fois, les gens pensent qu'on fait rien l'été, mais on essaie de ménager nos ressources. Mais on leur donne un break, comme on dit. Mais en même temps, je pense que cet enjeu-là, puis pour donner un exemple, on a eu du mal à un moment donné à renouveler l'expertise pour ce qui est du lab chez nous, pour ce qui est de l'atelier. Donc, on a travaillé avec des ressources, un directeur pour l'atelier et la boutique. Mais au bout du compte, on a préféré faire un partenariat qui fonctionne super bien depuis 2 ans maintenant avec Génétique, qui est une boutique locale là, qui fonctionnait déjà très bien, qui exisait les skis, tout ça. Puis le fait d'amener cette expertise-là, nouvelle, jeune, plein de dynamisme, bien, on n'a pas eu besoin de faire l'effort de recrutement, mais en plus, ça faisait une belle synergie. Donc, eux avaient les compétences et la volonté de le faire, puis ils venaient s'unir avec nous là-dedans. Donc, quand je parle d'enjeu, je pense qu'il faut être créatif dans ce sens-là aussi, de s'unir dans chacun de nos forces. Là. Nous, on produit une belle montagne de ski, bien, eux, ils font que l'équipement est sécuritaire puis que les gens puissent aller s'amuser sur la montagne. Donc ça, c'est un beau partenariat. Est-ce que éventuellement, il y a d'autres choses comme ça? Il ne faut pas oublier qu'une station de ski, c'est une gestion complexe. Là. On a de la cafétéria, des bistrots, souvent, comme tu le disais, toutes sortes d'activités, le fat bike, on commence la rando alpine. On n'est pas spécialiste dans tout. Puis, si on veut réussir, bien, quand on est une petite équipe, bien, il faut se concentrer sur l'essentiel. Là. Du moins, c'est ce qu'on essaye de faire. Fait que de créer des partenariats comme ça, je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, utiliser l'expertise locale. Parce qu'une station de ski, là, c'est au minimum 5 entreprises en une. Il y a une montagne à exploiter, il y a une école de ski, il y a une boutique, il y a du food and beverage et il y a l'équipement, l'entretien, la location. Fait que c'est beaucoup à porter. Oui, c'est beaucoup de visions différentes aussi à amener à travailler en collaboration. Merci, Raphaël. Pour notre part, ben, je pense que les défis sont inévitablement là, au niveau d'effectuer une transition vers une montagne qui serait 4 saisons. Donc, je parlais tout à l'heure qu'il y avait déjà des infrastructures sur place, mais ce serait peut-être de venir la bonifier, ça, sur 4 saisons. Donc, j'avais oublié tantôt, mais il y a aussi la Pump Track, il y a aussi les sentiers de la Vallée-Bras-du-Nord, là, qu'on parlait tout à l'heure du secteur Saint-Raymond, qui passent aussi par les terrains de la station. Donc, il y a déjà quelque chose qui est entamé, mais on a besoin d'alliés pour venir vraiment bonifier cette offre-là. Puis, on est une montagne qui est municipale, mais je pense qu'en ayant des alliés, peut-être plus de l'industrie touristique, ça va nous permettre de peut-être bonifier cette offre-là, puis la rendre un peu plus attractive au niveau touristique, parce que d'après les statistiques, c'est ça, on n'est pas une destination, puis on n'a pas non plus la prétention de devenir une destination en tant que telle, parce qu'on le sait qu'on est plus un produit d'appoint que les touristes, par exemple, vont utiliser par la bande. Ils vont aller faire, par exemple, un séjour dans la Vallée-Bras-du-Nord, puis après, ils vont peut-être aller à la station, mais c'est pas le produit d'appel, par exemple. Mais ouais, je pense que le défi est vraiment là, dans la réflexion en amont, de faire toutes les actions par rapport à l'enneigement artificiel. Est-ce qu'il faut vraiment s'assurer, on parlait de l'étude tantôt, mais il faut s'assurer quand même que les études soient concluantes au niveau de l'enneigement dans Port-Neuf, à savoir si ça vaut la peine de mettre de l'enneigement artificiel ou pas, parce que ça reste un investissement quand même assez majeur pour une station municipale. Puis après ça, je pense que c'est le défi des changements climatiques, surtout dans notre cas actuel, où est-ce qu'on est une station avec pas d'enneigement artificiel, qui est vraiment, on est tout le temps en adaptation finalement au changement climatique. Puis cette année, c'est très particulier, là, mais c'est une manifestation concrète là, de comme des gros redoux, de la pluie, ça gèle. Finalement, le manteau neigeux n'est pas assez épais, donc on ne peut pas passer de dameuse. Il y a des obstacles un peu partout, donc c'est moins sécuritaire aussi. Fait que tout ça, c'est la gestion de risque, comme on discutait tout à l'heure. Mais fait que les changements climatiques sont réels, puis les montagnes le subissent. Puis tantôt, j'écoutais la Vallée-Bras-du-Nord avec l'investissement qu'ils viennent de faire par rapport au ski de montagne, mais
si on sort aussi de la station de ski, là, puis c'est peut-être dans un autre panel que je devrais parler de ça, mais ça reste que quand on sort, on sort de la station puis on va dans le bois, ben finalement, même en milieu naturel, là, on les ressent, ces effets-là, là, puis ça a vraiment un impact. Là, fait que, je pense que c'est ça. Je dirais les deux plus gros défis, c'est la transition vers une station 4 saisons, puis l'adaptation au changement climatique. Puis je pense que un répond à l'autre, dans le sens que l'adaptation, le 4 saisons, finalement, est une réponse au changement climatique. C'est comme, sinon, on ne se casserait pas la tête, puis oui, on miserait tout sur le ski, puis la glisse, puis on serait all-in là-dedans, mais finalement, on est vraiment... C'est comme un peu une réaction de la trajectoire qui est déjà enclenchée, puis là, on doit composer avec ça pour venir compléter cette offre-là, autant au niveau hivernal, autant au niveau estival, ou en tout cas, les 6 saisons, comme on le dit. On diversifie le risque. Mélanie, tu voulais réagir? Bien, je voulais juste ajouter que, tu sais, en fait, justement, la chance qu'on a de... Puis pourquoi peut-être qu'on se concentre là-dessus, c'est que l'enneigement que tu n'as pas nous permet de faire un hiver. Tu sais, c'est comme de jouer dans l'esprit des gens, que la neige, elle est sur nos montagnes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, surtout dans une journée comme ça. On est une industrie qui joue beaucoup, qui doit, comme dans toutes les autres industries, là, on a appris à s'adapter avec les changements climatiques, tu sais, la pluie, tout ça. Donc, cet enneigement-là nous permet d'offrir des terrains de jeu où la glisse peut être prolongée, si on veut. C'est sûr que nos sentiers de haute route ou nos sentiers tout court ne sont pas accessibles, mais nos terrains enneigés, eux, le demeurent. Tu sais. Fait que c'est pour ça que l'enjeu, ça répondrait peut-être à ton besoin si tu veux te concentrer sur le produit ski, qu'éventuellement investir dans des canons. Voilà mon opinion. Puis on l'a vu à Noël, hein, à part le ski, il n'y avait pas beaucoup d'activités hivernales disponibles cette année. Mais Maxime, chez vous, la pérennité, elle passe par quoi? Bien, nos enjeux en pérennité ne sont pas différents de ceux de mes collègues. Là. Finalement, le type de montagne ou le type de clientèle ou de fréquentation au territoire, là, ça joue peu, je pense. Une chose peut-être au niveau terrain, on a parlé j'ai aimé ce que tu as dit là, sur l'expertise nécessaire ou la création de compétences dans nos équipes. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. On n'aime pas parler des choses qui sont difficiles. Généralement, la personne aime ça. Mais c'est extrêmement difficile, beaucoup plus que ce que les gens pensent de l'extérieur. Ça prend énormément de temps. Puis il y a une seule école, c'est la montagne, c'est le terrain. Deuxièmement, on voit qu'on a quand même un renouvellement générationnel qui est super intéressant. C'est une faiblesse, en même temps, c'est une force, c'est sûr. On a des gens qui viennent d'autres générations se greffer. Donc, on a comme ce qu'on appelle les anciens, ceux qui sont nés quasiment à la montagne, qui ont travaillé, ça fait 40, 50 ans, qui sont avec nous. Puis, on a des gens de l'extérieur qui viennent, qui ont peut-être moins de... Ils sont là peut-être de manière un petit peu moins ou plus éphémère, d'une certaine manière. Le marché de l'emploi est comme ça aussi, où ils viennent se greffer, apporter quelque chose, peut-être sur des temps un petit peu moins grands. Ça fait une belle mixité, mais ça rend quand même le modèle un petit peu fragile, dans le sens où on a des gens qui viennent, on a des gens qui s'en vont, on a des gens qui sont là. La gestion du changement aussi, c'est pas facile. Là. Vous le vivez tous là, dans le monde de l'entreprise. Mais encore une fois, je pense que c'est autant une force, puis c'est un passage obligé vers la pérennité aujourd'hui. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous là-dedans, c'est peut-être quelque chose on n'a pas dit, c'est les coûts d'opération aujourd'hui là, dans le centre de ski, là, ils sont en explosion exponentielle. Si on regarde avant la pandémie, on a dit qu'on n'avait pas parlé de pandémie aujourd'hui, mais on l'a fait. Après la pandémie, forcément, vous suivez l'actualité comme nous, les tendances inflationnistes, c'est une chose, mais là, on est en dehors de l'inflation. On est sur quasiment 30-40% d'augmentation en delà de 5-6 ans. Là, c'est vraiment fou. Pourquoi? L'identification des risques, la gestion des risques, le monde de l'assurance qui s'est consolidé aussi d'une certaine manière. Les spécificités du Québec au niveau du Code civil aussi, là, sont des choses qui viennent s'ajouter à tout ça. Puis on a aussi tout ce qui est programme santé, sécurité, prévention, qui était vraiment, je ne veux pas dire que c'était faible dans notre industrie, mais là, on est rentré vraiment dans toute autre chose. Puis ça prend du temps, ça prend des gens pour le faire, puis ça prend des ressources et des moyens. Donc, on dit souvent le ski, est-ce qu'on a perdu une sorte de... C'est cher, j'entends souvent ça aussi, là, mais il faut le prendre en corrélation avec ça. Puis je pense qu'il y a des initiatives à faire, encore une fois, pour la pérennité. C'est qu'il faut du genre, il faut du volume. On peut dire,
on va augmenter nos prix, on aura moins de gens qui viennent, mais on va pouvoir être rentable ou bien pouvoir rentrer dans nos objectifs de croissance financière. Mais si la masse diminue, à terme, ça ne marchera pas. Là. On le sait tous, là, c'est un modèle économique vraiment encore périlleux. Donc, il faut qu'on puisse continuer à avoir du volume, continuer à être pertinent là, pour différentes. On parle beaucoup des écoles. Là. Par exemple, comment on crée des programmes ou des programmes d'insertion ou des programmes avec les écoles pour les faire venir plus souvent à la montagne. On sait que du lundi au vendredi, on a de la place, on a de la capacité en masse. Comment est-ce qu'on vient créer de la nouvelle vocation? Puis comment est-ce que nous, on s'adapte à ce que les gens veulent aussi? Peut-être qu'ils veulent des choses un petit peu différentes, pas seulement du ski classique. Même si, dans le modèle-là, on voit un petit peu tout. Là. On a des skieurs qui aiment certaines choses, on a d'autres qui sont là pour les parcs à neige, puis il y en a d'autres qui veulent faire de la haute route ou bien de la randonnée. Donc, c'est comment est-ce qu'on accommode un petit peu tout le monde? C'est à nous d'être smart, je dirais, là, pour être périn. Puis la troisième chose, je vais le répéter quand même, mais on jongle constamment avec la température, avec le climat, puis sans parler à terme, dans 20-25 ans, mais aujourd'hui même, on a des redoux importants, vous les voyez là, dans vos backyards aussi, là, dans ce que vous faites à tous les jours. On a un modèle météo qui est de plus en plus volatile, qui fait que l'adaptation au jour le jour, elle nous brûle beaucoup d'énergie. On est toujours en train de réinventer la roue quasiment à chaque jour ou à chaque heure, parce qu'il n'y a pas un jour et une heure qui se ressemblent dans un centre de ski. Puis ça, c'est difficile à expliquer pour les gens de l'extérieur, mais c'est vraiment la réalité. Et ça, c'est un frein à la pérennité aussi, là, à mon sens. Merci. C'est très, très bons arguments. Si on plonge un peu dans chacun votre unicité par rapport à votre modèle d'affaires, Mélanie, vous êtes pratiquement dans la ville. Là. Vous êtes vraiment une station presque urbaine. Fait que vous avez une proximité avec tout l'écosystème économique de Québec qui vont dans toutes les directions, que ce soit la culture, l'art, la gastronomie, la techno. Est-ce qu'il y a des opportunités que vous voyez de collaboration pour utiliser le terrain à des périodes non exploitées, que ce soit de l'événementiel, que ce soit la culture, amener la culture à la montagne? Puis qu'est-ce qui rend facile un début de collaboration ou un début de discussion? Bien, comme tu le disais, on est une station accessible. Puis j'aimais ce que Maxime disait, c'est que en fait, il faut rester aussi trouver une activité de volume qui nous permet d'être pérenne. Parce que quand je me questionne justement sur le vélo de montagne, parce qu'on cherche quelque chose, c'est de me dire, bon, ben j'ai E47 qui fonctionne très bien, j'ai Sentier du Moulin près de chez nous, Vallée-Bras-du-Nord pas très loin. Est-ce que c'est vraiment la solution dans ma petite montagne d'ouvrir les remontées qui coûtent extrêmement cher, des faire rouler l'été avec un staff? Je vais-tu avoir le volume pour que ça soit une activité qui en vaille la peine? Donc, c'est sûr que quand je parle de culture, c'est que je vois facilement nature et culture. Je trouve que ça va bien ensemble. C'est une montagne, comme on disait, qui est accessible. La randonnée est déjà accessible. On la rend accessible. Quand je dis on n'a pas d'activité sur la montagne l'été, c'est qu'on n'est pas producteur d'une activité l'été, mais il y a quand même beaucoup de vie sur la montagne. On accueille toutes sortes d'événements, comme on disait, on loue nos locaux, il y a des gens qui viennent marcher la montagne. Donc, je pense que ce qui faciliterait, c'est d'avoir un projet clé en main. C'est un peu, comme le disait Maxime, nos équipes sont sollicitées tout le temps. Donc, on n'a pas l'énergie l'hiver pour développer les activités qui vont arriver tout de suite au printemps. Donc, d'avoir des collaborateurs qui arrivent avec un projet fini. Puis, tu sais, je suis contente justement d'être là aujourd'hui puis de voir qu'il y a un espace pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse vous montrer qu'il y a une ouverture de notre part d'accueillir toutes sortes de projets, tu sais, puis de faire des rencontres parce que souvent, on se sent seul dans notre industrie, tu sais. C'est un peu comme ça. Puis on se sent incompris parce que là, les gens disent « Vous n'avez pas le temps. » Ben non, hier, finalement, tu as raison, Maxime, j'étais en train de jaser, de dire « Ben jeudi, ça va regeler. Ça va être sécuritaire d'ouvrir? On ouvre-tu ou on n'ouvre pas? » Si quelqu'un arrive pour me parler d'un projet hier, je n'avais pas la tête à ça. Je suis désolée.
Donc, c'est un peu ça. Ce que je me plais aussi à dire de la station, c'est qu'étant une station de proximité, on s'inscrit, du moins l'hiver, dans une offre de plaisir d'hiver pour la destination qui est Québec-Cité. Donc, c'est un peu le positionnement qu'on veut faire justement avec la Jacques-Cartier, de dire, bien, venez profiter des plaisirs d'hiver chez nous, puis de découvrir comme ça. Parce qu'on parle beaucoup des défis, mais il y a du plaisir dans ce qu'on fait. Il faut toujours avoir du plaisir dans ce qu'on fait, bien entendu. Merci. Tiens, on va inverser l'ordre qu'on a pris depuis le début. Maxime, vous êtes une grosse station de ski qui appartenait à un groupe encore plus gros. Fait que ça peut être intimidant vu de l'extérieur. Tu les as évoqués tantôt, mais est-ce que tu peux nous parler de comment la collaboration avec l'écosystème qui vous entoure peut répondre à votre besoin en innovation à la station? Déjà, c'est une fausse perception, je pense, de dire que oui, peut-être qu'on peut être intimidant, mais on ne l'est pas vraiment. Là. Au jour le jour, les équipes qui sont à la montagne ou encore une fois dans l'écosystème de la montagne sont là pour la même chose. On a parlé de positif, de passion, des gens qui aiment ça. On parle de plein air. Puis la mission, tu sais, quand on fait une mission d'entreprise dans une station de ski, c'est pas très compliqué. Là, ça tourne toujours autour des mêmes choses. La culture, le patrimoine, la nature, cette espèce de responsabilité qu'on a à donner du plaisir aux gens. Donc ça, c'est des choses qui sont communes. Maintenant, moi, je pense, la chance, puis je pense que chaque région et chaque station est un petit peu différente aussi. Mais une chose, je dois leur rendre l'appareil parce qu'ils me l'ont donné, ils m'ont donné du crédit alors que je pense que c'était vraiment partagé, encore une fois, avec Développement Côte-de-Beaupré. On a un vrai catalyste d'initiatives. À toutes sortes, que ce soit une microbrasserie, que ce soit un commerce de détail, que ce soit des événements internationaux ou des événements régionaux ou des événements locaux ou des grandes choses, des petites choses, du marketing, de la communication. Ils ont, je pense, de travailler ensemble. Donc, tu sais, je leur lève mon chapeau d'une certaine manière. Puis grâce à eux, là, depuis 5 ans, je pense qu'on a réussi à mettre des projets en place qui sont pérennes. On a parlé de pérennité. Qui sont toujours, tu sais, qu'on peut toujours améliorer, mais qui sont pérennes. On a une bonne compréhension de la base de ce qu'on peut offrir. En même temps, le plus on est dans cette communication avec eux ou avec les gens de l'extérieur qui sont des fois des gens de la montagne, le plus on arrive, nous aussi, à se dire, ben, on ne l'aurait pas fait comme ça, peut-être qu'on ne le voit pas comme ça ou peut-être que ce n'est pas une priorité, mais finalement, c'est une bonne idée. c'est ce qui amène aussi la génération un petit peu d'idées, le fait de se faire confiance mutuellement. Puis l'accompagnement, il est clé pour moi. Là. Ça, je pense que d'apporter un accompagnement, je sais qu'ils sont capables de le faire aussi d'un point de vue financier, d'un point de vue modèle d'affaires. C'est des choses, des fois, quand on voit des projets, de ce que j'ai pu voir, moi, souvent, à mon arrivée surtout, c'est beaucoup de bonne volonté, mais souvent des projets qui ne sont pas attachés à ce qu'on est en tant que destination ou écosystème, ou des projets émergents qui sont juste disrupteurs d'une certaine manière en disant, ben, on va faire ça pour tel groupe. Oui, mais comment est-ce qu'on embarque les autres groupes là-dedans? Là? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? Puis souvent, je n'ai pas plus la réponse que n'importe qui. Là. Mais juste de se poser la question, puis aussi le côté économique de la question, parce que souvent, puis là, c'est un message important, je pense qu'on a vu des initiatives peut-être moins attachées ou isolées, qui ont obtenu, avec leur drive, avec leur passion, qui ont réussi à faire des choses, puis finalement, ça n'a pas marché. Souvent, économiquement, ça n'a pas marché. Au niveau des flux de trésorerie, ça a été difficile. Puis on a je pense à des commerces qui sont ouverts à la montagne puis qui sont fermés quasiment dans la même année ou dans les 3 ans. Là, on sait que c'est très difficile. Donc ça crée une sorte c'est pas des choses qu'on veut. Là, moi quand on travaille avec des projets ou des promoteurs ou bien des entrepreneurs, peu importe leur niveau d'investissement, on veut que ça marche. On veut que ça marche pour eux, parce que si ça marche pour eux, ça marche pour l'écosystème, puis ça rejaillit sur tout le monde de manière positive. Donc je dirais que c'est ça. Je pense passer par le bon canot, d'utiliser les services qui existent là, sur la Côte-de-Beaupré avec la MRC, avec Développement Côte-de-Beaupré, c'est vraiment la façon de faire. Super, merci. Saint-Raymond, comme municipalité, bien, vous êtes presque une mécanique similaire là, à des organismes de développement comme Maxime vient de parler.
Saint-Raymond l'a dit, c'est vraiment une station municipale à vocation communautaire. C'est quoi votre vision à Tourisme Saint-Raymond pour le développement ou venir combler les besoins pour qu'il y ait plus de synergie aussi avec le trafic occasionné par Vallée-Bras-du-Nord? C'est quoi votre vision? Oui, bien, en fait, c'est vrai qu'il y a des similitudes là, sur l'écosystème économique, si on veut. Là. Il y a quand même, on est quand même la seule station de la MRC de Portneuf, donc il y a nécessairement une collaboration là, à établir là, avec, qui est déjà là d'ailleurs, là, mais peut-être plus de discussions avec la MRC pour nous permettre de vraiment comme pousser la station à un autre niveau. Puis c'est sûr que de notre côté, si on veut vraiment consolider nos actifs, donc la station elle a déjà comme une vocation, puis elle a un impact, donc on veut conserver ça. C'est juste, on sait qu'on a du travail à faire, puis des améliorations à lui apporter. Puis c'est sûr que la Vallée-Bras-du-Nord, on est entouré là-dedans. On n'est pas tout seul à la station. Il y a quand même plein d'acteurs. Quand je parlais du Raid-Bras-du-Nord tout à l'heure, ou même la Vallée-Bras-du-Nord qui passe sur les terrains de la station, bien ça fait partie aussi de notre écosystème. Puis c'est super important de cultiver ces relations-là avec nos partenaires. Puis je pense que la Vallée-Bras-du-Nord, en développant le secteur Saint-Raymond, là, qui est tout près du noyau urbain, là, comme la station, bien, a permis vraiment de rendre ça encore plus communautaire, puis de vraiment entamer toute cette réflexion-là sur la station 4 saisons. Est-ce que c'est la direction qu'on va prendre? Je pense qu'on est là-dedans en ce moment. Puis c'est comme un peu le temps aussi de recruter aussi des promoteurs, des entrepreneurs qui voudraient se greffer à ce projet-là pour venir le bonifier. Donc ça, on est unanime là-dessus. Là, on cherche du monde, on dirait. Mais, besoin de bras. Oui, c'est ça. Mais puis effectivement, la Vallée-Bras-du-Nord a développé ce secteur-là sur des terrains de la ville. Il y a la station, mais il y a aussi l'autre versant de la montagne, en fait, qui est le massif du Mont-Laura-Plamondon, qui est un site d'observation, un site d'intérêt, en fait, de la MRC, mais aussi des schémas d'aménagement là, de la ville. Puis ce secteur-là, il y a comme un point de vue là, remarquable là, sur la ville de Saint-Raymond avec les montagnes, les territoires agricoles et tout ça. Bien, on a déjà comme plein d'actifs qui sont là, qui méritent juste peut-être un meilleur soin, une meilleure attention. Puis, s'il y a des gens qui s'investissent là-dedans, on peut vraiment comme faire de quoi de beau dans ce secteur-là. Parce que, quand on pense à une montagne, c'est un peu comme... si on le pense comme un laboratoire à ciel ouvert, ben c'est infini, on dirait, les idées qui peuvent ressortir de là. Puis, c'est sûr que, après ça, je pense que les idées doivent être bien ficelées, doivent être rigoureuses, puis comme applicables, là, puis pérennes dans le temps. C'est sûr que si on développe quelque chose, puis après 2 ou 3 ans, ça fonctionne plus, c'est comme dommage. Mais je pense qu'en instaurant vraiment une vision commune, au départ, puis une espèce de plan de développement en phase, mais on va arriver finalement à nos aboutissements de vraiment assurer un avenir à la montagne qui est viable. Fait que c'est ça. Puis, on revient souvent à la Vallée-Bras-du-Nord, puis on les a entendus un matin, là, sont vraiment comme bien établis, puis ils ont forgé tout le pôle plein air à Saint-Raymond. Puis je pense que c'est nécessaire. Puis, je sais pas, de travailler avec une coopérative de solidarité aussi, c'est particulier. Puis en même temps, c'est le fun, dans le sens que les gars sont passionnés. Puis je pense que les employés à la ville sont passionnés aussi. On veut vraiment développer cette montagne-là. C'est juste le comment. Puis je pense que de participer à ce nouveau chapitre-là, ça peut être vraiment intéressant pour des entrepreneurs ou des promoteurs là, qui ont vraiment des idées. Puis des fois, ça peut sembler farfelu. On a une idée... je sais pas, j'ai déjà entendu des affaires comme on va mettre du bétail de l'été dans la montagne puis développer un pôle agro-touristique. Non, mais tu sais, comme. Maxime l'a déjà testé, ça. Il y a déjà eu des chèvres et des moutons aussi, ouais. Non, mais tu sais, on peut rêver. Marche super bien. Je pense que c'est ça, tu sais, l'objectif. On peut se permettre de rêver puis d'avoir des ambitions quand même. Puis après ça, on verra, tu sais, rendu dans l'application. Là. Donc, j'avais comme fini en même temps, mais voilà. Fait que c'est ça. Je pense que c'est sûr que la municipalité, je pense qu'il y a une opportunité aussi en ce moment. Puis il y a un changement aussi de paradigme dans
au niveau municipal, là, on sent que, tu sais, d'habitude, ben, quoi qu'avec la Vallée, peut-être pas à Saint-Raymond, mais tu sais, souvent dans le milieu municipal, ça peut sembler un peu tu sais, aride, c'est plus difficile d'établir des contacts. C'est pas le cas à Saint-Raymond, tu sais, il y a vraiment une ouverture. Puis on assure ce changement de paradigme municipal-là qui permet, tu sais, de l'essor de projets à Saint-Raymond. Fait que je pense que ça, c'est une de nos forces aussi, là. Puis, ouais. Avez-vous vu un changement de population? Post-pandémie, on a dit qu'on ne nommait pas, mais est-ce que ça a rajeuni la population de Saint-Raymond? Ben, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a de plus en plus. Puis je ne sais pas si c'est juste à cause de la pandémie. Là. Des fois, la pandémie, elle a comme le dos large un peu, là, comme on dit. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui sont tant des passionnés de plein air, des jeunes familles aussi qui s'installent, qui sont... Il y a vraiment un changement. Tu sais, traditionnellement, Saint-Raymond était plus des grandes familles. On retrouvait ça beaucoup, tu sais, les liens de parenté, puis tout ça. On est en région, là. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. On a beaucoup de néo-ruraux, par exemple, qui viennent développer tout au niveau agroalimentaire. Au niveau de la culture aussi, on se positionne de plus en plus comme un milieu qui est effervescent. Tu sais, on a des beaux... je pense par exemple à la Maison Plamondon, qui est un centre d'interprétation culturelle à Saint-Raymond, mais il y a vraiment comme tout un changement aussi qui est arrivé dans les dernières années. Là, fait que ça, on le sent. Si c'est à cause de la pandémie, je le sais pas, mais certainement que ça a joué son rôle parce que j'entendais Fred et Étienne un matin, mais eux, pendant la pandémie, ça a été comme fou, mais comme trop de monde. Là, ça amenait d'autres problèmes. Donc, ils ont été comme victimes de leur succès. Les gens étaient portés à aller plus vers les régions puis s'installer là. Fait que probablement qu'il y a des gens là, qui ont profité de cette crise-là pour venir s'établir en région, soit dans Port-Neuf ou à Saint-Raymond. Ouais. Tout le monde a découvert le plein air. Peut-être dernière question avant d'ouvrir à des questions de la salle. Si vous aviez à décrire pour vous, ce serait quoi un modèle de réussite d'une communauté de montagne saine et pérenne et dynamique? Qu'est-ce qu'il y a dans cette communauté-là ou c'est quoi les facteurs de succès? Avez-vous des mots-clés qui vous viennent en tête? Se parler, quand on disait, quand on dit bien ficeler un projet, c'est de savoir un peu, c'est ça, prendre le temps comme aujourd'hui de venir expliquer c'est quoi les besoins de la montagne, c'est quoi la vision aussi, vers quoi on s'en va. On veut-tu aller développer tel ou tel projet? Comme je parlais de vélo, on en a plein des projets qui arrivent. Des fois, ça ne correspond pas nécessairement à la vision des propriétaires ou l'enlignement qu'on veut prendre. Mais c'est clair qu'on est tous, comme le disait Raphaël, ouverts à écouter ces projets-là. Puis dans notre réalité du quotidien, c'est pas toujours facile, mais il y a des moments, puis il faut les prendre. Puis je pense que c'est en se parlant qu'on se comprend. C'est toujours ça que je dis. Mais il y a toujours moyen de trouver des partenariats qui fonctionnent. Maxime en a la preuve. Puis de travailler avec des organismes du territoire qui préparent effectivement des projets. Je pense que c'est ça qui peut être une certaine forme de clé, là, d'arriver avec un projet un petit peu plus construit, un petit peu plus attaché, puis en lien avec ce qu'on va, ça peut être que juste une bonne façon de faire les choses. Là. Fait qu'il vous faut un mouvement Lac-Beauport. Oui, c'est ça qu'on disait la dernière fois. Comme un mouvement Mont-Saint-Anne, un mouvement Lac-Beauport. Je lance l'idée à Catherine. Un mouvement Jacques-Cartier, ça fait pareil. Pour moi, j'en parle souvent à mes équipes. On aime se challenger. Il y en a certains qui sont là aujourd'hui. Là, prenez pas ça personnellement, les gars ou les filles. Mais je pense qu'on doit être meilleur. Nous, en premier. Parce que tout le monde a des attentes toujours vers les autres, là, d'une certaine manière. Mais c'est de pouvoir se regarder qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, où est-ce qu'on peut aller être en expansion aussi de temps en temps, là, en dehors de ce qu'on fait tous les jours, qui sont des priorités qui sont... Là, on ne peut pas lâcher là-dessus, on n'a pas le choix. Il y a des lois et des règlements aussi. Mais si je ferme la parenthèse là-dessus, on en parle souvent, c'est comment est-ce qu'on peut, dans nos journées qui sont longues, trouver le temps d'une manière structurée pour réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on mobilise le milieu? Est-ce que nous, parce qu'on a des responsabilités, je le dis, là, c'est facile de le dire, c'est autre chose de le mettre en application. Puis je pense qu'on doit être critique des fois avec nous-mêmes en disant... Est-ce que j'ai passé assez de temps là, pour prendre le temps justement d'être disponible, comme tu l'as dit, là?
Ça peut être intimidant, puis c'est toujours plus facile de dire j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, puis c'est pas mes priorités, que d'essayer de comprendre là, ce qu'on nous amène. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on se challenge un petit peu plus. Puis peut-être probablement en temps. Je veux pas parler de toute l'industrie, parce que je généraliserais trop, mais je pense que il faut qu'on puisse être focusé sur nos affaires, en même temps avoir assez de temps ou de malléabilité pour être à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur, puis pouvoir construire là-dessus. Puis de penser aussi qu'on ne détient pas toujours la vérité d'une certaine manière, même chez nous, là, puis qu'en regardant à l'extérieur, en écoutant, c'est pas facile parce que quand on écoute, on nous renvoie toujours un petit peu la chose en disant « Pourquoi vous faites pas ça? » Puis là, on est « Ouais, mais c'est pas aussi simple que juste faire ça. » Il y a plein de choses, puis souvent, on le fait déjà. Mais aussi, des fois, on le fait pas. Donc, c'est toujours un petit peu ça, d'être disponible mentalement, je dirais, puis de le construire dans notre planification stratégique en disant, OK, il faut qu'on passe assez de temps de manière identifiée au cours d'une année, parce qu'on est super planifié sur plein de choses, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le planifier aussi. Puis je prendrai un exemple peut-être un petit peu plus précis sur des programmes scolaires de formation, parce qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Puis souvent, là, on s'est aperçu qu'on n'avait pas vraiment de programme avec les écoles secondaires, par exemple. Vous savez que dans les écoles secondaires, il y a des élèves qui sont sur des plans d'intervention pour commencer à travailler ou qui ne se plaisent pas à l'école, qui sont en échec scolaire, par exemple. Puis quand on a été approché, ça, il y a très récemment là, par l'école, mais quand on regardait ça, on disait, ouais, mais là, les jeunes, on les avait en stage cet été, puis ça a été vraiment difficile avec nos équipes qui n'en voulaient pas. T'sais, pas parce qu'ils n'en veulent pas, parce que ça prend un petit peu plus d'accompagnement, ça prend aussi de comprendre quels sont les objectifs, comment est-ce qu'on travaille avec ça. Puis c'est pas, si ça se passe pas positivement une fois, ça veut pas dire que sur 100 qui vont passer dans la filière, ça ne veut pas être 90% de succès. Donc c'est d'aller plus loin, de se challenger puis de remettre les bases. T'sais, avec l'école, je pense qu'on l'a fait là, en disant, OK, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses pour nous qui sont des impondérables, mais après, on va prendre ce rôle-là là, dans nos communautés. On va le prendre, le risque. En espérant qu'encore une fois, on est avec l'appui de tout le monde, on puisse créer des passerelles là, qui soient intéressantes. Et puis là, on parle des prochains mécaniciens de remontée dans 20-30 ans. Là, on en a besoin. Là. C'est une nécessité. Puis c'est autant tes futurs clients que tes futurs employés. Exact, des futurs problèmes. Ouais. Mais je pense qu'en Europe, c'est plus commun d'inculquer la culture de la montagne dans les programmes scolaires que, tu sais, oui, ici, il y a des sorties, oui. mais c'est... Mais ça vient... C'est toujours plus facile de dire, hey, la structure n'est pas là, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, ponctuellement, pour s'insérer là-dedans, pour aller les convaincre que plus les jeunes sortent de manière encadrée, plus, encore une fois, tu sais, on crée des opportunités à court, moyen et long terme. Mais j'y crois. Lâchez pas ce filon-là. J'ai hâte de voir où ça va mener. Voulais-tu rebondir là-dessus, Mélanie? Bien, j'aime l'idée. J'aime l'idée de, comme on dit, hein, il y a plein de métiers sur la montagne qu'il n'y a pas de formation. Donc, si on fait des sorties puis qu'on explique un peu ce que c'est, ça peut être super intéressant comme idée. Gabriel, si tu me permets, j'aimerais vraiment ça. Il nous reste comme 4 minutes. J'aimerais pouvoir ouvrir le dialogue avec les participants, si c'est possible. Est-ce que ça va? Je brise pas trop le beat. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, des réflexions? On a eu énormément de pistes. Merci beaucoup d'avoir ouvert la porte à la collaboration. On est ultra excités par ça. Donc, Catherine, à vous. Oui, au micro. Bon, premièrement, félicitations. Là, moi, j'ai déjà envie de me créer une coopérative pour aller à Saint-Raymond. Toi, j'ai déjà plein d'idées pour les événements culturels. Regarde-moi bien. Sont bien. J'aurais aussi, félicitations aussi. J'aurais aussi une question par rapport à le plan montagne. Le plan montagne, ça inclut et les montagnes, et vous en avez une belle qui est à Stoneham. Est-ce qu'il y a des projets, des visions, des ouvertures à la collaboration? Qu'est-ce que, si j'étais une entreprise avec le plan montagne, je me questionnerais par rapport à Stoneham, puis il y a déjà plusieurs qui ont l'intérêt. Bien, première chose, on est en train de retravailler un plan stratégique de vision si on parle de Stoneham. On a souvent été inclusif dans nos modèles d'entreprise en disant, on ne va pas se spécialiser dans rien. Le ski, on va prendre l'espèce de umbrella, puis la différence entre un bon cycle et un mauvais cycle, c'est souvent la météo. Et je pense qu'on a dépassé ça aujourd'hui en disant, on va le faire. On va le faire, ce plan. C'est un exercice qu'il a commencé. De là à dire qu'il est terminé, non. Est-ce que c'est de toute façon jamais terminé, un plan stratégique, à mon avis? C'est toujours en remodelage. Mais pour répondre plus à ça, on s'est ouvert. Du côté de Stoneham, on s'est aperçu qu'on était un petit peu isolé.
Pas parce qu'on est isolé par rapport à la commune. Les gens sont à la montagne de toute façon. Mais par rapport un petit peu plus aux entités, je parle aux gouvernements municipaux, par exemple. Je pense à la ville. Je pense à des associations aussi ou à des associations de résidents aussi. C'est s'immerger un petit peu. On est allé rencontrer beaucoup plus souvent la ville. Moi, quand je suis arrivé à Stoneham, je me suis dit, comment ça, la ville, comment ça, on se parle pas? Puis je regardais ça en disant... Sébastien, qui n'est pas là aujourd'hui, il dirait, Max, c'est pas vrai, on se parle souvent, là. Il m'appelle souvent. Mais on est allé un petit peu plus, que ce soit au niveau du maire, par exemple, au niveau du conseil municipal, au niveau du DG, par exemple, s'asseoir avec eux en regardant, OK, où est-ce que vous en allez, vous? Puis ils nous ont posé la même question. Donc, je pense souvent, la vision, c'est une chose, mais pas de le développer tout seul, le développer en synergie. C'est ça qui est le plus difficile parce que ça prend du temps. Puis ça prend aussi une capacité à dire, OK, on s'en allait pas vraiment là, mais on est prêt à l'ouvrir un petit peu, d'enlever un petit peu nos œillères en disant, ça c'est important, mais on est capable aussi d'innover. Souvent, on a cherché de l'expertise ou je dirais de l'énergie extérieure. Donc, moi, pour répondre, c'est vraiment de le faire avec les acteurs tous ensemble. Je pense des tables de travail. C'est long, les tables de travail. Là. On s'entend. Là, quand je dis ça, les gens me disent, ouais, mais combien de temps ça va prendre? Mais ça prend un consensus, là, je pense, pour y arriver. Il faut assez de gens autour d'une table qui soient positifs par rapport à l'idée pour que ça fonctionne. Donc, je dirais, nous, on essaie de le faire. Puis, je trouve que c'est mieux que des fois, on ne soit pas les instigateurs nécessairement, mais qu'on va toujours être là en disant... Souvent, il y a des gens qui me disent, mais comment on fait la télétravail? Ben, invitez-nous, on va être là. On va venir s'asseoir, mais si ça vient de vous, c'est un petit peu différent que si ça venait de moi, par exemple, là, souvent. Là. Donc, ça, c'est dire, prenez-vous en main, nous, on va être là, on va venir s'asseoir avec vous dans nos équipes. Là. On a non seulement de la compétence, mais on a envie que ça marche. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va en prendre 2 questions encore avant de terminer. Oui, madame. On se parlera tantôt. Bonjour, je suis Caroline de chez Futurpreneur. On parle évidemment beaucoup de la région Port-Neuf, mais dans la capitale nationale, il y a d'autres centres de ski, évidemment, un petit peu plus vers l'est. Moi, vous faites partie d'une association aussi. Avez-vous des exemples de bonnes pratiques, en fait, parce que ce que je remarque, ça c'est un éditorial de ma part, c'est que vous travaillez en silo beaucoup. Alors, est-ce que vous avez effectivement justement des consultations ou bien des bonnes pratiques d'ailleurs que en fait, vous pourriez... je vais vous reprendre tout de suite. On travaille très fort. On a la chance dans l'industrie d'avoir l'Association des stations de ski du Québec qui favorise tous ces échanges-là. On a des guides, justement, des bonnes pratiques pour tous les départements dont on parlait tantôt, notamment la gestion de risque. Puis les dernières années, c'est ça aussi, on a l'air de parler en silo, mais en même temps, je veux dire, la fameuse pandémie, elle est là, mais la force de l'industrie, il ne faut pas oublier que pendant justement la pandémie, la force qu'on a eue, c'est une des seules industries qui a pu continuer à opérer parce que l'association a travaillé très fort, parce qu'on avait chaque semaine des rendez-vous qui nous aidaient, qui nous donnaient les conseils, qui nous permettaient de continuer à poursuivre notre pratique là, dans ce cadre-là. Donc, on n'a peut-être pas donné cette impression-là, mais on travaille très fort en synergie, puis on s'entraide là, entre stations. En fait, juste un petit mot, je trouve que c'est vraiment intéressant. Si on a donné cette image-là, c'est parce que chaque environnement physique, chaque contrainte dans chaque montagne est différente. Donc, il n'y a pas de méthode qui marche partout qu'on peut déployer. Par contre, il y a une réalité commune, il y a une industrie qui est non seulement là, même avant la pandémie, là, je devrais dire. Oui, oui. Puis toutes les stations jouent ce jeu-là en disant c'est super important qu'on développe des jeux de bonnes pratiques, qu'on puisse... puis on a des outils extérieurs aussi, je pense que grâce à l'association qu'on utilise là, à tous les jours. Un exemple, appel de la gestion de réduction de puissance, Hydro-Québec, un programme qui a été fait en concertation avec les stations de ski du Québec, à laquelle on participe, on déleste. On fait partie d'un programme où en temps, là j'ai l'air fou de dire ça, mais pendant qu'on en a besoin, c'est-à-dire pendant qu'on fait de la neige, sans neige, forcément, les montagnes c'est difficile, Raphaël l'a dit, là, on se force à délester. Non, oui, forcément, il y a des crédits économiques, mais on fait pas ça pour ça. C'est vraiment une bonne pratique. On parle beaucoup de changement climatique. Ça compte encore plus. Puis,
Depuis 2 ans, on le fait même pendant les opérations. C'est-à-dire qu'on retarde l'ouverture en disant, entre telle heure et telle heure, on nous demande, on fait partie d'un programme, on va jouer le jeu, même si des fois on peut en manquer 1 ou 2. On a décidé, par exemple, cette année, je pense qu'on n'en a pas manqué une seule opportunité de le faire. Puis on l'explique aujourd'hui à la clientèle en disant, le ski va commencer plus tard parce qu'on délaisse pendant 3 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui roule, tout est arrêté. C'est beaucoup de travail dans le sens où les inspections quotidiennes, elles se font avant 6 heures du matin, souvent c'est de 6 à 9. Et puis, pendant 3 heures, on est stand-by, puis on attend de pouvoir faire partir ça. Donc, il y a plein de choses au niveau des bonnes pratiques, des choses dont c'est doté, qui sont là, qui fonctionnent, qu'on fait. Et je pense qu'on doit être fiers de ça aussi. Oui, puis si je peux ajouter aussi, je pense que l'association fait très bien son travail. Puis je pense qu'en station aussi, il y a un réseau d'entraide qui se fait peut-être plus dans l'informel. Comme juste avec Mélanie, on s'était parlé cet automne dans le cadre de notre planification stratégique. Puis on réalisait une étude de comparable. Puis jamais il n'y a pas eu de refus. Du côté du relais, mais aussi du côté des autres stations qu'on a interpellées. Donc, il y a vraiment un réseau d'entraide. Puis chacun était content quelque part de partager leurs défis. Puis en même temps, c'était un échange. Je n'étais pas juste là pour gober de l'information puis être le meilleur. Mais après ça, de toute façon, on s'entend que on est la station de ski Saint-Ramon. Là. Comme je disais, on est une petite station, on ne sera pas comme Mont-Saint-Anne, mais ça reste que je pense qu'il y a un réseau de collaboration qui est déjà là, qui mérite peut-être juste d'être peut-être plus fréquemment utilisé, puis de ne pas se gêner comme à s'appeler pour de se parler de nos problèmes, mais il existe. Puis je pense que tout le monde est ouvert à partager ses problématiques, ses défis. Ouais. Merci beaucoup. Dernière question? Votre chance? Oui. C'est rapide. Oui. L'événementiel sportif de grande envergure, est-ce que c'est des activités économiques rentables? En référence au Coupe du Monde, par exemple. Pour nous, ça ça cadre clairement dans notre modèle, dans notre vision. C'est d'accueillir, d'être, comme tu l'as dit, des destinations hautes, ou comme l'ont dit mes collègues de Vallée-Bras-du-Nord, l'expertise d'événementiel, c'est pas qu'on l'a pas, mais vraiment, on veut travailler avec des tiers. Oui, on est après des événements sportifs, notamment en lien avec le plein air, bien sûr, là où nos activités. C'est sûr qu'on veut rester là-dessus. Et d'envergure aussi, parce qu'il y a une demande. On a beaucoup été approchés pour faire la Coupe du monde de vélo de montagne qu'on a depuis... Maintenant, je crois que c'est la seule destination au monde où il y a eu 34 éditions consécutives. Là. David, il y en a 34 ou 35? 33? Par là. Beaucoup. Des championnats du monde aussi. C'est la seule fois où il y a eu 2 ou 3 championnats du monde au même endroit. Donc, par contre, c'est sûr que c'est pas nous seulement. Là, c'est toute une région, la région métropolitaine de Québec, le gouvernement de Québec, des promoteurs aussi, des producteurs délégués. Gestev dans le temps, maintenant, c'est plus Gestev. On a ramené ça localement avec des organisateurs qui viennent du milieu. Donc, ça l'est. Est-ce que c'est rentable? L'événement lui-même, pour être sur plusieurs conseils d'administration aussi, en dehors de la montagne, c'est extrêmement difficile. Ça dépend beaucoup. Il y a beaucoup de subventions. Forcément, les commandites privées, c'est devenu, on va dire, quasiment impossible. Puis, le succès des événements des Coupes du monde dépend de plus en plus, on entend ça, des revenus autonomes. C'est-à-dire que chaque événement doit générer maintenant assez de revenus autonomes pour pouvoir avoir un événement structurant qui répond au cahier des charges aussi. Tu sais, quand on parle du vélo de montagne, l'UCI, le cahier des charges est comme, tu sais, ils veulent que ce soit sur la coche, là, comme ils disent. Ils vendent souvent les droits marketing aussi à des entreprises mondialisées, globalisées. Là, c'est Discovery, par exemple, pour la Coupe du monde de vélo. Donc, leurs attentes sont très hautes. Le financement de l'événement, il augmente de manière... puis, c'est des événements, vous le savez, c'est des événements qui sont gratuits, par exemple, au public. Puis je pense que c'est important que ça le reste, mais ils ont besoin, ces événements-là ont besoin de générer des revenus autonomes. Puis c'est, je pense, un défi aussi pour pouvoir continuer à les accueillir. Là. Puis ça, c'est pas seulement pour nous, là, c'est pour... Je parle que ça dépasse même le Québec, là, c'est en Amérique du Nord, au Canada aussi. Puis on voit des stations de ski, parce que j'ai beaucoup de collègues aux États-Unis notamment, là, où on parle de Whistler, par exemple, qui sont pas du tout intéressés par ces événements-là, parce que justement... ça ne rentre pas dans ce qu'eux voient comme je dirais, leur rentabilité, entre guillemets, en disant qu'ils préfèrent développer peut-être certains événements un petit peu plus grassroots, un petit peu plus en lien avec leur démographique aussi pour
que ce soit plus une animation versus que ce soit un take-over de la montagne. Une Coupe du monde de vélo, c'est 1 mois de préparation. Ben, c'est 1 an de travail, 1 mois de préparation sur site. Puis, tu sais, c'est totalement éphémère. Le jour après l'événement, tout est démonté, tout repart partout. Puis l'année d'après, ça recommence. Donc, ça, c'est vraiment un gros commitment, là. Mais tu sais, pour nous, c'est super important. On veut continuer de jouer ce rôle-là. Puis il faut voir quel impact ça a sur les athlètes aussi. Quand on regarde les Jeux olympiques, tu sais, je pense que le Québec est super fier de ses athlètes. Ça prend des événements internationaux ici pour justement créer une plateforme d'expression pour nos athlètes québécoises et canadiens, là. Je te rejoins. C'est la même chose. Faut pas oublier aussi que souvent, nous, on le fait bien entendu l'hiver avec la Coupe du monde de ski accro, mais c'est des infrastructures qui demandent beaucoup, beaucoup aussi d'enneigement, de construction de pistes pour les rendre aux normes, si on veut. On a déjà eu aussi des compétitions. Je regarde Jérémy dans la salle. On a déjà eu des compétitions au niveau des parcs XL, mais la construction ou l'engagement, le commitment, comme tu disais, chez nous, par rapport aux débutants intermédiaires, on a fait le choix de ne pas aller dans des parcs XL, justement. Donc, on a fait le choix de ne plus avoir le step-up chez nous. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de jus de bras. Oui, c'est ça. Le commitment. Ce serait plus facile, de temps en temps, de dire, on n'en prend pas trop. Je pense avec Canada Snowboard qui viennent pour la 2e fois en snowboard cross ici à la fin du mois. C'est la 2e édition. Puis au niveau pour créer un parcours de snowboard cross, ça prend énormément de neige. Puis on parle de développement durable. Donc il faut qu'on arrive à faire ça en remplissant nos objectifs aussi. On a parlé de délestage, de réduction de puissance. On doit livrer ça en respectant nos objectifs aussi, là. Donc, c'est pas facile. Des fois, on résout des équations complexes, puis ça, c'en est une complexe. Mais des fois, ce serait plus facile de dire non, je passe mon tour, puis aller demander à quelqu'un d'autre. Puis ça m'est déjà arrivé d'y réfléchir en disant, et là, finalement, 1 année sur 2, ce serait peut-être mieux. Mais pour pérenniser ces événements-là, il faut qu'ils reviennent. Ça crée de l'expertise aussi. On a des entrepreneurs là, qui sont aussi... Parce qu'on parle économiquement aussi, la Coupe du monde, tout le monde la prend pour acquis. Mais si elle ne vient pas une saison, ça fait un trou énorme là, dans les flux de trésorerie de nos partenaires, là. Donc, j'ai parlé de responsabilité, on a cette responsabilité-là, puis des fois, on regarde ça en disant, on fait pas ça pour nous, on fait ça vraiment pour le collectif, la communauté, puis le sport en lui-même, là. On m'informe qu'il faut poursuivre avec le programme de la journée. Alors, je vous invite à jaser lors du lunch si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup de votre présence. J'espère que la conversation vous aura donné des idées puis reçu vous inspirer. On reste tous ici pour la journée, je pense. Hein? Oui. Oui, super. Fait que vous pourrez accrocher nos participants si vous voulez discuter. Fait que merci beaucoup à vous 3. C'était super intéressant. Merci à toi, Gabrielle. Et des applaudissements pour Gabrielle. Elle nous a fait travailler fort. Merci.